Je suis un dinosaure. En terminale, j'ai fait mon stage dans un laboratoire d'intelligence artificielle. Plus précisément, dans un laboratoire de traduction automatique rattaché au Centre de linguistique computationnelle. À l'époque, je ne disais pas que je faisais de l'IA, mais juste que j'analysais des mots et des phrases sur des cartes en papier. Je rentrais tout dans un ordinateur et j'enregistrais sur une disquette. Souple. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas d'IA, mais de système expert. L'idée était simple. On pensait que l'intelligence, c'était un grand mode d'emploi bien écrit et qu'il suffirait d'enseigner ses règles aux machines. On essayait donc d'apprendre aux machines la grammaire, le vocabulaire, et ces fameuses et très nombreuses exceptions. Et puis on a échoué. Les financements se sont taris et nous sommes entrés dans un hiver de l'IA. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'IA n'est pas née avec ChatGPT. D'ailleurs, avez-vous une idée de quand l'IA est née? Ce terme est apparu pour la première fois au milieu du XXe siècle, en 1956. 4 chercheurs veulent comprendre l'intelligence humaine assez précisément pour qu'une machine puisse l'imiter. Ils appellent ça l'étude des automates. Pour obtenir des financements, l'un d'entre eux, John McCarthy de l'université de Stanford, propose un nom plus accrocheur: intelligence artificielle. Ses collègues trouvent le terme trop prétentieux, mais McCarthy insiste. Ils avaient déjà essuyé des refus. Disons qu'un peu de marketing est parfois nécessaire pour faire avancer la science. Le financement a été trouvé et un nouveau champ scientifique était né. 70 ans plus tard, les machines ne pensent toujours pas comme un humain, mais elles savent faire quelque chose de très puissant: imiter 4 capacités cognitives humaines. Percevoir des signaux, lire, voir, écouter. Analyser des données pour comprendre. Automatiser des actions pour agir. Et enfin, apprendre à partir d'exemples. Pour illustrer le propos, prenons le filtre anti-spam. Il lit vos emails. Il détecte des comportements suspects, tous les signes typiques du spam. Automatiquement, sans en comprendre le sens, il classe les messages, les bloque ou les déplace. Quand vous marquez un message comme spam, il apprend et s'améliore. Le filtre anti-spam est une IA. Ancienne, hein? Très discrète, banale, mais fondée sur les mêmes principes que les IA les plus avancées d'aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à de nouvelles méthodes et à l'explosion de la capacité de calcul, l'IA peut continuer une phrase, détecter des motifs, des patterns, des corrélations, des écarts, des incohérences, le tout sur un document ou sur 1 million de documents. Et on appelle ça de l'intelligence. Par convention. Parce que même aujourd'hui, il n'y a pas de définition universelle d'intelligence. Contrairement aux idées reçues, même les tests IQ, par exemple, ne mesurent pas l'intelligence au sens large. Mais certaines capacités spécifiques, des fonctions exécutives du cerveau, la mémoire de travail, l'attention, la flexibilité mentale, le raisonnement abstrait. Tout ce que les machines ont appris à imiter. Le grand public, quand on parle d'IA aujourd'hui, pense surtout à quoi? Au nouveau chatbot à la mode,
le générateur d'images. Mais le monde numérique qui structure notre quotidien est basé sur des systèmes spécialisés et souvent invisibles. Des outils de conception, des outils industriels, des systèmes de transactions financières. Il en va de même pour l'IA. Et j'aimerais vous donner quelques exemples concrets qui marchent dans la vraie vie. Prenons l'archéologie. Des chercheurs ont entraîné une IA sur 60 000 textes grecs antiques. Imaginez ces textes vieux de 2000 ans, souvent illisibles, parfois incomplets. Aujourd'hui, cette IA restaure des passages manquants avec 72% de précision. Elle les date à 30 années près et identifie leur région d'origine. L'IA ne remplace pas l'historien. Elle lui donne de nouvelles pistes. Prenons la santé. En radiologie, l'IA excelle. Contrairement à la médecine générale, où la relation humaine compte autant que le diagnostic, la radiologie repose sur la comparaison d'images, celle du patient, et des millions d'images avec des diagnostics confirmés. Les bénéfices sont immédiats. Détection plus rapide, dépistage massif, prise en charge plus tôt. L'IA ne remplace pas le radiologue, elle l'assiste dans sa décision finale. Et enfin, il y a un bouleversement encore plus spectaculaire, c'est la biologie. Développer un médicament prend au moins d'une dizaine d'années et coûte des milliards. Pour comprendre pourquoi l'IA change la donne, il faut comprendre comment fonctionne une cellule malade. Dans une cellule malade, un cancer par exemple, une protéine dysfonctionnelle envoie des mauvais signaux et pousse la cellule à se multiplier de manière incontrôlable. Cette protéine devient la cible du médicament. Le médicament est une molécule conçue pour se fixer sur cette protéine comme une clé dans une serrure. Mais attention, la protéine a une forme très spécifique, en 3 dimensions. Sa forme n'est pas précise, elle ne se fixe pas ou se fixe ailleurs et provoque des effets indésirables. Historiquement, prédire la structure des protéines prenait des dizaines d'années d'expérimentation. Récemment, une IA spécialisée a prédit en 18 mois 200 millions de structures de protéines. Ce travail a été récompensé par le prix Nobel de chimie en 2024. Aujourd'hui, cette avancée accélère déjà la recherche contre le paludisme, certains cancers, des maladies inflammatoires, des maladies rares. L'IA ne crée pas des médicaments à notre place. Elle accélère l'étape la plus coûteuse, la plus longue. Voilà ce que fait la vraie IA aujourd'hui. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous optimiser pour le même niveau de performance? J'ai décidé d'explorer ce sujet et j'ai interrogé plusieurs systèmes d'IA conçus aux 4 coins du monde. Et vous savez, leurs réponses pointaient toutes dans la même direction. Du point de vue de l'IA, nous sommes fondamentalement différents parce que complètement irrationnels. Pour certaines IA, nous sommes une erreur systémique. Par exemple, nous passons 15 minutes à chercher une place de parking pour gagner 2 minutes de marche. Nous avons peur de prendre l'avion, une chance sur 11 millions d'avoir un accident. Et nous adorons prendre la voiture, une chance sur 5 millions. Nous achetons à crédit des biens matériels qui se déprécient plus vite que le crédit n'est remboursé. Nous conservons parfois des objets cassés. Pas pour leur usage, mais parce qu'ils portent un souvenir.
Pourquoi? Mais parce que l'être humain n'est pas optimisé pour l'efficacité. Nous sommes optimisés pour une sécurité, position sociale, une reconnaissance, une appartenance, l'attachement. Certains appellent ça le bonheur. Notre irrationalité n'est pas un bug. C'est une stratégie d'adaptation. Et c'est IA qui nous juge si sévèrement. En fait, vous savez, elle n'a pas d'opinion propre. Elle recycle ce qu'elle a lu quelque part, ce que nous avons écrit, ce que d'autres ont pensé avant nous. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas la vie d'une machine. C'est le nôtre, renvoyé comme un miroir. L'IA, elle excelle dans l'exécution. Mais elle ne comprend pas le monde. Elle n'a pas l'expérience de la vie que nous vivons. Elle ne comprend pas les causes ni les conséquences de ce qu'elle produit. Elle est optimisée pour prédire ce qui est probable, pas pour décider ce qui devrait exister. Et c'est justement là que réside notre force. Une question légitime se pose alors: est-ce que l'IA ne va pas affaiblir cette force en nous rendant intellectuellement paresseux? Vous savez, la même question se posait pour les calculettes. Pourtant, elles n'ont pas appauvri notre intelligence. Ils ont changé ce qu'on attendait de l'école. Moins de calcul à la main, plus de raisonnement. Avec l'IA, l'enjeu est le même. L'IA nous pousse à repenser les compétences qu'on cherche à développer et la manière dont on juge de leur maîtrise. Ce n'est pas l'exécution technique qui doit être mesurée, mais la capacité à comprendre, agir, juger, décider. L'intelligence humaine ne se résume pas à la seule rationalité mesurable. Elle englobe d'autres compétences. La capacité à résoudre des problèmes nouveaux. En psychologie cognitive, on appelle ça l'intelligence fluide. Des connaissances et expériences acquises, consacrées par le terme intelligence cristallisée. La créativité, connue également comme la pensée divergente. Des compétences sociales, comme l'empathie, la communication, l'adaptation. Et enfin, l'aptitude à faire face à l'adversité. L'IA peut faire beaucoup de choses, vite et presque bien. L'homme animal social est capable de donner un cadre. Alors plutôt que la compétition, pourquoi pas la collaboration? Aujourd'hui, le moyen le plus facile pour s'approprier l'IA, c'est de se créer ses propres assistants. Je les vois comme des exosquelettes cognitifs qui amplifient certaines de nos compétences. Comment faire? Demander à un modèle d'IA de vous aider, donner un objectif clair, expliquer le contexte, poser des contraintes. Et si l'IA hallucine et se trompe, ne la blâmez pas, reformulez. Souvent, ce n'est pas la réponse qui est mauvaise, c'est la question qui est floue. L'IA ne remplace pas la réflexion, elle la rend impossible à éviter. Moi, par exemple, je me suis créé plusieurs assistants d'IA. Parmi eux, un assistant nutritionniste. Il a adapté mes apports caloriques à mes besoins, à mes préférences alimentaires, mon rythme de vie et mes allergies. Il m'a expliqué pourquoi certains objectifs étaient irréalistes. Il m'a proposé des menus variés avec des recettes et surtout il a analysé la composition nutritionnelle de ce que je mangeais. C'est comme ça que j'ai découvert que tout ce que je mangeais n'était pas si sain que je croyais. Est-ce que l'IA a remplacé un nutritionniste? Non. Remplacer, c'est supprimer le besoin.
Ici, l'IA n'a pris responsabilité, n'a pas posé de diagnostic. Mais l'IA a remplacé un nutritionniste? Non, elle n'a pas remplacé un métier, elle a juste fait sauter 2 obstacles. Par contre, un professionnel qui travaille avec l'IA peut suivre plus de patients, mieux et en moins de temps. Et surtout, savoir quoi faire n'est pas faire. Une IA peut expliquer comment faire un massage cardiaque, mais elle ne le réalisera jamais. Seule, elle ne sauvera personne. Notre valeur à nous n'est pas dans l'information, mais dans l'intention, dans la responsabilité au moment d'agir. Et ce partage de tâches nous déstabilise parce qu'il est arrivé trop tôt et parce qu'il touche à quelque chose qu'on pensait profondément humain. Deux choses peuvent nous aider pour dépasser la peur. D'ailleurs, est-ce que c'est une peur des machines? Je pense que nous avons surtout peur de perdre le contrôle. Deux choses peuvent nous aider, le stress et la curiosité. Sans stress, on stagne. Avec trop de stress, on se fige. Le bon niveau de stress se transforme en curiosité. Il remplace la peur par une curiosité et l'envie de comprendre. Il remplace le mode danger par le mode exploration. Cultivons donc cette curiosité qui préserve notre capacité d'adaptation au changement. Nous sommes à l'aube d'un monde où l'intention, le pourquoi sont plus importants que la matrice technique. Alors demandez-vous, que choisirez-vous de faire quand vous pourrez tout faire? Former ou exclure? Informer ou manipuler? Protéger ou surveiller? Créer ou détruire? Quand presque tout devient possible, la question n'est pas ce que les machines sauront faire, mais ce que nous choisirons de leur demander. Ce choix nous appartient. La responsabilité aussi. Merci.